Il existe des îles qui attirent l'attention pour des raisons très différentes. Ils sont répartis sur toute la planète, et chacun d'eux a vécu quelque chose qui peut encore être vérifié. Certains étaient occupés pendant une courte période, d'autres utilisés pour des tâches très spécifiques. Plusieurs d'entre eux ont changé en raison de décisions qui les ont laissés hors de l'ordinaire. Ils n'ont rien en commun entre eux, mais ils ont tous été enregistrés par ce qui s'est passé sur leur territoire. Ils sont toujours présents, visibles sur des cartes, des archives ou des structures toujours entretenues. Il s'agissait de scénarios réels de situations inhabituelles, séparés de tout modèle connu. Chacune d'entre elles a été marquée par des événements concrets qui les rendent différentes de toutes les autres. Quelles sont les îles considérées comme les plus étranges de la planète? Bienvenue à Mundar. C'est parti! L'île de Clipperton, coincée au milieu de l'océan. Au milieu de l'océan Pacifique, isolée de toute côte, se trouve Clipperton. L'île est petite, circulaire et presque plate. Il possède une lagune salée au centre, une végétation basse et un terrain recouvert de sable grossier. À première vue, cela peut paraître insignifiant, mais c'est là que s'est produite l'une des situations les plus extrêmes jamais enregistrées sur le territoire mexicain. En 1906, le gouvernement mexicain envoya des soldats et leurs familles pour maintenir une présence en réponse aux demandes françaises. L'île contenait du guano, une ressource précieuse comme engrais. Des casernes furent érigées, un drapeau fut hissé, un phare fut allumé, et des approvisionnements en provenance du continent furent organisés. Pendant un temps, la vie y était dure mais stable. Ils pêchaient, chassaient les oiseaux et tiraient le meilleur parti de chaque chargement. En 1914, la révolution mexicaine interrompt les expéditions. Au fil des mois, le groupe est devenu plus petit. Victoriano Alvarez, le directeur du phare, a pris le contrôle et a transformé la situation en domination totale. Il a été tué par l'une des femmes qui a résisté jusqu'au bout. En 1917, un patrouilleur retrouve 11 survivants. Ils ont été transférés sur le continent. Des années plus tard, la France a officialisé son contrôle sans établir de colonie. Aujourd'hui, Clipperton reçoit des visites scientifiques sporadiques. Ses restes sont toujours là. En raison de son histoire, de son isolement extrême et de son abandon prolongé, elle est considérée comme l'une des îles les plus étranges du monde. Île North Brother. La quarantaine reste dans la rivière. Au milieu de l'East River, entre le Bronx et le Queens, se trouve une île pleine de structures couvertes de branches, de débris et d'humidité. Il est petit, entouré de courants calmes et fait partie du paysage new-yorkais, même si presque personne ne s'arrête pour le regarder. Son nom est North Brother. Autrefois, c'était une station d'isolement, un centre médical et un lieu où étaient prises des décisions pour prévenir la contagion dans la ville la plus peuplée du pays. En 1845, l'hôpital Riverside, une institution dédiée au traitement des maladies infectieuses, y fut construit. Au fil des ans, l'établissement a été utilisé pour traiter des patients atteints de fièvre typhoïde, de variole, de tuberculose, de scarlatine et d'autres maladies directement transmissibles. L'accès se faisait uniquement par voie maritime. Les dossiers indiquent que le personnel arrivait par roulement et que les patients restaient sous observation pendant des semaines, voire des mois. L'hôpital comprenait des services médicaux, des logements pour les travailleurs, une centrale électrique, des salles de soins et des buanderies. Au fil du temps, le complexe de bâtiments s'est agrandi. Certaines structures avaient plusieurs étages, d'autres étaient utilisées comme entrepôts ou cuisine. Les conditions de travail étaient exigeantes et le personnel était en contact permanent avec des patients gravement malades. L'un des noms les plus célèbres qui y sont passés était Mary Mallon, également connue sous le nom de Typhoid Mary. Elle a été transférée à 2 reprises à North Brother Island sur ordre des autorités sanitaires, en raison de son rôle de porteuse asymptomatique de la fièvre typhoïde. Il est resté sous surveillance médicale pendant des années.
Son cas est devenu connu parce qu'il s'agissait d'une personne apparemment en bonne santé qui a transmis la maladie sans présenter de symptômes. L'emplacement de l'île permettait de séparer les patients sans couper la connexion au système hospitalier de la ville. Il y avait des voies maritimes rapides entre les quais et les principaux centres de santé publique. Les navires transportaient des fournitures, du matériel médical et, dans certains cas, du personnel qualifié. Une dynamique de rotation constante a été maintenue pour garantir que l'hôpital puisse continuer à fonctionner pendant les urgences sanitaires. Au milieu du XXe siècle, l'île a été réutilisée à d'autres fins. Il est devenu une résidence pour les vétérans de guerre ayant des problèmes de dépendance. Plusieurs pavillons ont été aménagés en espaces de soins, chambres et zones de soins psychologiques. Cette étape a duré peu de temps. Les rapports administratifs ont souligné des difficultés de gestion, un manque de ressources et des conditions d'infrastructure précaires. Finalement, les activités ont cessé. Après cela, l'île est restée sans utilisation régulière. Les plantes ont commencé à se propager sur les murs, les fenêtres ont été brisées et les toits ont été soufflés dans plusieurs zones. La végétation s'est répandue dans les couloirs, les escaliers et les patios. Les intempéries ont fragilisé les matériaux. Dans certaines pièces, il reste des lits rouillés, des classeurs vides, des fragments d'équipement médical et des pièces de mobilier scolaire des dernières années de l'école. Le lieu reste fermé au public. Seules quelques institutions autorisées ont participé à des fins académiques ou scientifiques. Les visites sont sporadiques et surveillées. Chaque visite documente les changements dans la structure, l'état de l'environnement naturel et les espèces qui s'y sont installées. Des champignons, des plantes grimpantes et des petits arbustes poussent parmi les arbres. Les oiseaux utilisent les toits et les poutres comme zone de repos. La faune locale a occupé l'espace. L'île North Brother est devenue un site de référence pour les études sur la restauration écologique dans les espaces urbains abandonnés. L'équilibre entre les vestiges humains et la végétation se fait progressivement. Les racines s'étendent sur le béton, les branches rampent à travers les fenêtres et les bruits du vent se propagent dans les pièces vides. Depuis la rive du Bronx, vous pouvez voir certaines parties des bâtiments. La vue comprend des toits effondrés, des charpentes métalliques et des sections de murs usés. Des photographies aériennes montrent la disposition du complexe hospitalier d'origine. Il existe des documents cartographiques détaillés, d'anciens plans et des dossiers médicaux qui nous permettent de reconstituer le fonctionnement de chaque établissement. L'île Vulcano, là où le mot « volcan » est né, dans la mer Tyrrhénienne, à un peu plus de 20 km au nord de la Sicile, se trouve une île aux pentes sombres, aux terres chaudes et aux colonnes de vapeur s'élevant du sol. On l'appelle Vulcain et il est actif depuis l'Antiquité. La surface est divisée entre des zones de roches volcaniques, des zones sulfureuses et des sections en pente avec des fumerolles visibles. L'atmosphère a une odeur constante de gaz minéraux et la température du sol varie selon la zone. L'île fait partie de l'archipel des éoliennes. Son relief est le résultat de multiples éruptions survenues sur des milliers d'années. Le cône principal, connu sous le nom de Grande Cratère, est la structure dominante. Autour de ce cratère, vous pouvez voir des sédiments de différentes couches, chacune associée à un cycle éruptif différent. Certains de ces dépôts sont encore chauds à quelques centimètres de profondeur. Durant l'Antiquité, les habitants de la Méditerranée considéraient Vulcain comme un site lié à la chaleur souterraine. Les archives indiquent que les Grecs et les Romains le mentionnaient dans des textes géographiques, des contes commerciaux et des explications naturelles sur la Terre. L'île a donné naissance au terme « volcan », tel qu'il est utilisé aujourd'hui dans plusieurs langues. Son nom est venu pour désigner un type de montagne active avec émission de magma et de gaz. Entre 1831 et 1839, les premières observations documentées de l'activité volcanique moderne sur l'île ont été faites. Plus tard, en 1888, une éruption se produisit qui dura près de 2 ans. Durant cette période,
Le cratère a libéré des cendres, des blocs de lave et des nuages de gaz qui ont atteint plusieurs kilomètres de hauteur. Les émissions ont provoqué des altérations de la végétation et des changements dans le profil géologique du sommet. Les émissions de gaz sont toujours actives dans certaines zones. Les études géochimiques les plus récentes mesurent avec précision les niveaux de dioxyde de soufre et d'autres composés libérés par les fissures. Les points à forte accumulation de chaleur ont été identifiés et les itinéraires ont été délimités pour éviter les zones d'exposition prolongée. L'île est sous surveillance constante de l'Institut national de géophysique et de volcanologie. Le terrain présente des zones de roches compactes, des étendues de cendres meubles et des pentes avec des accumulations minérales qui couvrent de larges étendues. Les fumerolles sont concentrées dans les zones où la chaleur interne atteint le plus près de la surface. À certains endroits, la vapeur sort avec une pression suffisante pour nuire à la visibilité. Les parois intérieures du cratère présentent des couleurs rougeâtres, jaunes et blanches selon les minéraux présents. Vulcano possède de petites zones habitées près de la côte. Les bâtiments sont séparés du cratère actif et s'organisent autour des zones portuaires. Des sentiers balisés permettent de circuler dans les zones autorisées. Le climat est chaud, avec de légères variations entre les saisons, et les sols ont des propriétés chimiques particulières en raison de leur teneur en minéraux d'origine volcanique. L'utilisation de l'eau géothermique sur l'île est documentée depuis des décennies. Certains secteurs profitent des vapeurs sulfureuses et des boues pour des activités thermales. Ces pratiques sont réglementées pour éviter les altérations de la pression interne des systèmes souterrains. Les installations sont situées dans des zones de faible activité avec des mesures de contrôle physique et environnemental. La végétation est rare dans les zones plus hautes. Sur les pentes inférieures poussent des arbustes rustiques et des espèces adaptées au sol à forte concentration minérale. Les zones côtières présentent une densité de flore plus élevée. Certaines zones sont recouvertes de dépôts de cendres qui forment une couche superficielle noire ou grise, visible même depuis de basses altitudes. L'analyse des éruptions historiques de Vulcain a établi un modèle concernant la pression interne, la composition du gaz et le comportement des systèmes magmatiques sur les îles méditerranéennes. Les mesures effectuées depuis 1970 ont contribué au modèle de prévision actuel des volcans explosifs. Les bateaux arrivant de Sicile suivent un itinéraire contrôlé. Les activités touristiques se concentrent sur l'observation des phénomènes géologiques, les ascensions guidées vers le cratère et les visites de zones thermales. Les autorités locales ont établi des zones de sécurité et mettent à jour les protocoles d'évacuation en fonction du niveau d'alerte. L'île d'Hirta, quand vivre est devenu impossible. Dans l'Atlantique Nord, à environ 160 km au large de la côte ouest de l'Écosse, se trouve un groupe d'îles rocheuses battues par le vent et les vagues. Le plus grand s'appelle Hirta. Il présente de hautes falaises, de l'herbe courte et des ruines de pierre alignées sur le terrain en pente. Il faisait partie de l'archipel de Sainte Kilda, un endroit où, pendant des siècles, une petite communauté a vécu, isolée du continent, avec ses propres règles et routines. Les archives indiquent qu'il y avait déjà une population permanente à Hirta depuis l'Antiquité. Les familles construisaient des maisons en pierre au toit bas, entourées de corrals et de petits espaces de culture. Ils se sont organisés pour collecter des œufs, des oiseaux et des fruits de mer. Chaque saison, les hommes escaladaient les falaises pour capturer des fulmars et des fous de bassin. L'alimentation quotidienne dépendait de l'accès à ces ressources, ainsi qu'à un peu d'orge, de pommes de terre et de produits locaux cultivés dans le sol peu profond. Le temps était froid, avec des pluies fréquentes et des rafales venant directement de la mer. Les bâtiments ont été conçus pour résister à l'humidité et au vent. Les épais murs de pierre conservaient un peu de chaleur à l'intérieur, même si les conditions étaient toujours exigeantes. La communauté vivait dans un système où tout était partagé. Les tâches étaient réparties par équipe et les décisions étaient prises par un conseil de quartier composé des résidents eux-mêmes. Au cours du XIXe siècle, les contacts avec le continent se multiplient. De nouveaux produits,
Des vêtements manufacturés, des outils et des missionnaires ont commencé à arriver avec des propositions pour changer les modes de vie. Certains habitants ont commencé à apprendre à lire, des éléments modernes ont été installés dans leurs maisons et des tentatives ont été faites pour adapter une partie de la culture locale aux normes extérieures. Malgré cela, les conditions naturelles sont restées tout aussi exigeantes. Au début du XXe siècle, l'équilibre de l'île a commencé à se détériorer. Des maladies respiratoires ont touché plusieurs enfants. Les fournitures sont arrivées rarement et la population a commencé à décliner. Certains ont déménagé sur le continent à la recherche d'emplois plus stables. D'autres ne supportaient pas les conditions sanitaires ou le manque de services de base. Les lettres écrites par les résidents exprimaient leur fatigue, leur inquiétude et leur peur pour l'avenir. En 1930, les 36 derniers résidents ont demandé au gouvernement britannique d'être relogés sur le continent. L'évacuation a été effectuée par bateau, avec le soutien militaire. Ils ont laissé derrière eux leurs maisons, leurs enclos, leurs effets personnels et une partie de leur bétail. Ils n'ont emporté que le nécessaire pour s'installer dans leur nouvelle destination. La raison n'était pas une urgence soudaine, mais l'accumulation de difficultés prolongées. Ce déménagement a marqué la fin d'une communauté qui vivait là depuis des générations. Les maisons sont restées vides. Certains animaux ont été sacrifiés et d'autres ont été laissés libres sur l'île. Au fil du temps, la végétation a poussé sur les chemins, les murs se sont couverts de lichens et les toits se sont effondrés. Les murs de pierre continuent de marquer le tracé du village. Il existe des structures qui conservent leur forme, avec de petites fenêtres et des portes en bois sec, placées pour maintenir la structure d'origine. Le paysage est composé de collines, de zones d'herbes basses et de zones de nidification pour des milliers d'oiseaux marins. Les colonies d'oiseaux continuent d'occuper les falaises, et celles-ci restent actives en tant que refuge naturel. Au printemps, les sons des oiseaux dominent l'environnement. La mer s'écrase constamment contre les rochers, et les nuages se déplacent rapidement en raison de la vitesse du vent. L'île a été désignée site du patrimoine mondial pour sa valeur naturelle et culturelle. Aujourd'hui, seuls les équipements scientifiques, le personnel autorisé et quelques visiteurs y ont accès sous des conditions strictes. Des travaux de conservation ont été effectués sur les maisons et un registre mis à jour de l'état de chaque structure est conservé. L'environnement fournit des informations précieuses sur la manière dont une communauté s'est développée dans des conditions extrêmes au fil des siècles. L'île Ioni, un rocher vivant dans la mer d'Okhotsk. Dans la mer d'Okhotsk, entre les eaux froides de la Sibérie orientale et la côte nord du Japon, se dresse un rocher solitaire qui dépasse à peine 70 mètres de hauteur. Il est recouvert de mousse, de guano et de vent. Elle s'appelle l'île Ioni. Sa superficie est inférieure à 1 km². De loin, elle ressemble à n'importe quelle autre île, mais elle abrite l'un des écosystèmes les plus intenses de l'extrême-orient russe. Les courants qui entourent l'île transportent des nutriments qui nourrissent des milliers de petits poissons. Ce débit constant favorise l'arrivée saisonnière des oiseaux marins et des mammifères aquatiques. Le point le plus élevé est occupé par des colonies de cormorans, de mouettes tridactyles et de petits pingouins. Des milliers de spécimens nichent sur les parois verticales. Chaque mètre disponible est utilisé comme zone de reproduction ou de repos. Au printemps, les chants des oiseaux peuvent être entendus à plusieurs kilomètres de distance. Le ciel reste traversé par des troupeaux. L'air sent le sel et les excréments séchés. Les bords de l'île servent de plateforme d'atterrissage pour les oiseaux les plus lourds. Les poussins se regroupent par espèces et les adultes volent par équipe pour chercher de la nourriture au large. Les phoques annelés et les otaries de Steller se rassemblent sur les zones plates de la base rocheuse. Certains se reposent en groupe, d'autres glissent sur les vagues pour profiter des zones plus profondes. Les spécimens adultes se déplacent entre les rochers avec des mouvements lents et coordonnés. L'interaction entre les espèces marines et les oiseaux se déroule selon des cycles réguliers qui suivent les schémas naturels de migration et de reproduction.
Les navires de recherche utilisent des systèmes d'ancrage contrôlés pour éviter d'endommager la base rocheuse. Les données recueillies au cours des dernières décennies nous ont permis d'établir des relevés complets du comportement des espèces qui peuplent l'île. Les observations sont réalisées à partir de plateformes flottantes et de stations installées temporairement. Le climat est froid et variable. Les nuages restent bas pendant une grande partie de l'année. Les rafales sont constantes. En été, la visibilité permet de prendre des images aériennes détaillées des colonies. Des caméras installées par des équipes scientifiques ont documenté la formation de nouveaux nids, l'arrivée d'espèces moins communes et l'interaction entre les oiseaux territoriaux. Le sol de l'île est recouvert d'épaisses couches de guano. À certains endroits, l'épaisseur dépasse 20 cm. Cette accumulation a généré des changements chimiques à la surface. La matière organique sert de base à l'installation des lichens, des algues et des mousses. Certaines espèces végétales s'accrochent aux coins protégés du vent. La géologie d'Ioni révèle une base de roches volcaniques anciennes, formée par des éruptions sous-marines qui ont façonné le relief du fond océanique il y a des millions d'années. Les couches extérieures sont érodées par des vagues continues. Les fissures naturelles servent de refuge aux petits oiseaux et aux crustacés adaptés aux milieux salins. Uleddu Lazzaretto Vecchio. Épidémie, confinement et corps empilés à Venise. Dans la lagune vénitienne, à quelques mètres de la limite sud de la ville, se trouve une petite île entourée d'eau calme. Il présente des murs en briques, des vestiges de toits en pente et des allées en pierre reliant des cours rectangulaires. Il s'appelle Lazzaretto Vecchio. Depuis le XVe siècle, il a été utilisé comme lieu d'isolement, de traitement et d'enterrement de masse de personnes lors des épidémies de peste qui ont touché le nord de l'Italie. L'histoire écrite commence en 1423, lorsque le gouvernement vénitien décide de transformer l'île en un établissement médical permanent. L'objectif était de séparer ceux qui présentaient des signes de contagion. Des chambres ont été construites pour recevoir les patients, des entrepôts pour les fournitures, des dortoirs pour le personnel médical et des espaces pour contrôler l'entrée des marchandises en provenance du port. Le processus d'entrée sur l'île suivait un protocole spécifique. Les bateaux se sont arrêtés devant l'entrée où des inspecteurs ont vérifié l'état de santé des membres de l'équipage. Les malades étaient amenés sur des civières ou conduits à pied vers les salles. Les dossiers hospitaliers conservent une trace des noms des personnes admises, de leur date d'admission et du traitement administré dans chaque cas. Lors des épidémies les plus graves, le taux d'admission a augmenté rapidement. Des zones supplémentaires ont été aménagées avec des lits de fortune et des couloirs prolongés. Certains membres du personnel dormaient dans les mêmes locaux que les patients. Le rythme de travail était documenté dans des lettres, des ordonnances médicales et des procès-verbaux officiels du Conseil de santé vénitien. Les décisions étaient prises quotidiennement par des groupes de médecins, d'assistants et de responsables logistiques. Le nombre de victimes a augmenté au cours des années de plus grande propagation. Les corps ont été déplacés des pavillons vers le côté de l'île, où des tombes profondes ont été creusées. Plusieurs couches superposées de restes humains ont été enregistrées, organisées par niveau et par date. Les archéologues ont retrouvé des squelettes complets, des vêtements et des ustensiles personnels enterrés à côté des corps. Le traitement des corps suivait une séquence définie. Transfert, identification rapide, disposition en rangée et recouvrement de terre. Certaines zones funéraires étaient délimitées par des murets. Les restes présentent des signes de maladies avancées, des déformations osseuses et des marques de stress sur les articulations. Les fouilles modernes ont documenté plus de 1500 squelettes dans une seule section. Les tâches médicales étaient effectuées selon des règles strictes. Des capes de protection, des gants en tissu épais et des outils conçus pour réduire le contact direct ont été utilisés. Les textes médicaux de l'époque expliquent les symptômes, les mesures de confinement
et les traitements appliqués avec des plantes, des minéraux ou des méthodes physiques. Les observations ont été enregistrées dans des journaux quotidiens qui ont ensuite été envoyés au Conseil central de la santé de Venise. Les bâtiments construits sur l'île comprenaient des pavillons rectangulaires avec de hautes toits, des cours intérieures, des chapelles et des couloirs ventilés. Les murs étaient faits de briques cuites, avec des fenêtres placées pour permettre à l'air d'entrer. Certains secteurs disposaient de citernes pour stocker l'eau de pluie. Les cuisines fonctionnaient au bois et la fumée sortait par des cheminées visibles depuis la mer. Pendant les périodes où la propagation était faible, les installations étaient désinfectées avec de la fumée, de l'eau bouillie et de la chaux vive. Les matelas ont été retirés, les tissus ont été brûlés et les murs ont été blanchis à la chaux avec des solutions acides. Le personnel a reçu de nouvelles commandes en fonction du niveau de risque déterminé par le Conseil de santé. Les navires commerciaux de l'époque s'arrêtaient à Lazaretto Vecchio avant d'entrer dans le port principal. Les marchandises ont été inspectées, ventilées et stockées en quarantaine pendant plusieurs jours. Les cartes de navigation montrent le passage à travers l'île dans le cadre de l'itinéraire obligatoire pour les navires en provenance de zones soumises à des alertes sanitaires. Hule de Vozrojdenija. Des laboratoires secrets dans les eaux de la mer d'Aral. Dans l'ancienne mer d'Aral, au sud du Kazakhstan et à l'ouest de l'Ouzbékistan, se trouvait une île qui, pendant des décennies, n'apparaissait que sur très peu de cartes. Son nom est Vozrojdenija. La forme allongée, le climat sec et l'éloignement du continent ont créé des conditions idéales pour un projet qui est resté silencieux pendant des années. Une base soviétique dédiée à la recherche sur les armes biologiques y était en activité. Des documents déclassifiés montrent que la construction des installations a commencé dans les années 1950. Le plan comprenait des laboratoires, des entrepôts, des dépôts de matières toxiques et des zones d'essai en plein air. L'île était située dans la mer intérieure et l'accès se faisait par de petits bateaux ou des avions qui atterrissaient sur des pistes sur un sol compacté. Le programme faisait partie d'un système plus large de développement d'armes non conventionnelles en Union soviétique. Vozrojdenija était l'un des points centraux des tests. Nous avons travaillé avec des bactéries, des virus et des toxines dans des conditions contrôlées. Les espèces utilisées comprenaient l'anthrax, la tularemie, la brucellose et la peste bubonique. Chaque composé a été stocké dans des conditions strictes de température, de pression et de confinement physique. Les structures de travail ont été organisées en modules. Il y avait des zones séparées pour la culture des souches, l'exposition des animaux de laboratoire et l'évaluation des effets dans différents environnements. Les travailleurs ont suivi les protocoles de décontamination avant et après chaque quart de travail. Les tâches ont été effectuées dans des combinaisons de protection, des cabines pressurisées et les contrôles d'accès ont été enregistrés dans des journaux internes. Les tests ont été réalisés dans des secteurs délimités. Une partie du terrain a été aménagée avec des barrières naturelles et des murs de terre pour contrôler la dispersion. Les observations ont été documentées par des équipes opérant à partir de plateformes protégées. Les rapports comprenaient des données sur la vitesse d'expansion, le comportement dans différents climats et la résistance aux agents chimiques. Les archives techniques contiennent des enregistrements de libération contrôlée de spores d'anthrax sur des animaux confinés. Les résultats ont été utilisés pour établir les temps de survie, la réponse immunitaire et la capacité de transmission. Les conditions extrêmes du climat continental ont facilité certains modèles d'analyse. En été, la température dépassait les 40 degrés. En hiver, les températures minimales atteignaient 20 degrés sous zéro. L'installation comprenait des bâtiments résidentiels pour le personnel affecté, des centres d'alimentation autonomes et un stockage souterrain pour les matériaux sensibles. Les contacts avec le monde extérieur étaient restreints. Les communications s'effectuaient via des canaux cryptés et des lignes dédiées. Les départs vers le continent suivaient un itinéraire établi par le commandement central à Moscou. Au cours des dernières années d'exploitation, le site a accumulé de grandes quantités de déchets biologiques.
Une partie de ce matériel a été enterrée dans des conteneurs scellés. D'autres volumes ont été abandonnés dans des structures scellées avec des couches de ciment et de sable compactés. Les coordonnées de chaque point ont été enregistrées sur des plans techniques qui font désormais partie des archives de sécurité sanitaire de l'Ouzbékistan. Avec la dissolution de l'Union soviétique en 1991, l'activité sur l'île a progressivement cessé. Les rapports finaux indiquent que des équipements ont été retirés, des laboratoires ont été démantelés et les principaux points d'accès ont été fermés. Une partie des installations a été exposée à des dégradations. Avec le retrait de la mer d'Aral, l'île a été reliée par voie terrestre au continent, devenant une péninsule avec accès terrestre. Des équipes d'inspection internationales ont commencé à visiter la zone en 2002. Les missions ont évalué l'état des déchets, la présence d'agents actifs et la sécurité structurelle des dépôts. Des travaux de décontamination ont été réalisés aux points les plus critiques, avec la mise en place de barrières physiques et le traitement des sols affectés. Le paysage est composé de sable compacté, de vestiges de bâtiments et de panneaux installés pour avertir des zones à risque. Les structures encore visibles comprennent des hangars métalliques, des tours de guet et des entrées couvertes de débris. Certains murs affichent des inscriptions techniques, des numéros et des panneaux d'avertissement en russe. Ul Kiribri, le dernier débarquement de Colombe qui s'est terminé dans l'oubli. Au large de la côte caraïbe du Costa Rica, à quelques kilomètres du port actuel de Limón, se trouve une petite île entourée de récifs et de végétation basse. Aujourd'hui, elle est connue sous le nom d'île du Vita, mais dans les documents historiques, elle apparaît sous son nom d'origine. Île Kiribri. Il a une superficie de moins de 15 hectares et une forme allongée. Sur les anciennes cartes, il apparaît comme l'un des derniers endroits que Christophe Colomb a touché au cours de ses voyages. L'arrivée sur cette île a été enregistrée en 1502, lors du 4e et dernier voyage du navigateur vers le continent américain. L'expédition se dirigeait vers le sud des Caraïbes, explorant de nouvelles routes le long de la côte d'Amérique centrale. Dans son journal de bord, Colomb note l'entrée d'une baie calme, avec un accès protégé et des eaux turquoises. L'endroit a été identifié pour sa facilité d'ancrage des navires et d'approvisionnement de l'équipage. Les journaux de voyage mentionnent une brève installation sur le continent en face de l'île, où des réparations ont été effectuées et des contacts ont été établis avec les communautés locales. L'île, située juste à l'entrée de cette baie, servait de point de vue naturel. Sa position permettait d'observer les mouvements dans l'eau et d'abriter temporairement les petits bateaux. Pendant la période coloniale, Kiribri a été incorporé dans les registres de navigation des Caraïbes du Sud. Il est apparu comme une référence côtière sur les routes entre le Panama, le Nicaragua et la Jamaïque. Certaines cartes incluaient des coordonnées précises, tandis que d'autres indiquaient seulement leur forme générale et leur distance par rapport au littoral. La végétation qui le recouvrait variait au gré des saisons et de l'impact des ouragans. Au XIXe siècle, l'île apparaît à nouveau dans les documents officiels de l'administration costaricienne. Des inspections ont été menées pour vérifier l'existence de ressources exploitables, telles que le bois, les espèces marines et le guano. Une partie du terrain était délimitée par des bornes en pierre et quelques structures simples qui servaient de référence aux pêcheurs de la région. Aucun bâtiment permanent n'a été érigé. Au milieu du XXe siècle, l'île a été proposée pour être utilisée comme site récréatif, avec la construction de quais légers et d'aires de repos. Les initiatives étaient sporadiques. Les visites étaient limitées aux bateaux privés et aux petits groupes. L'environnement naturel a été préservé avec peu d'altérations. Les plages ont du sable clair, des zones ombragées et des zones avec une présence modérée de faune côtière. En 1986, le gouvernement costaricien a officiellement restauré le nom original de l'île, reconnaissant sa valeur historique en tant que point de débarquement lors de l'exploration européenne. La décision s'appuyait sur des études universitaires et un examen des sources primaires qui confirmaient la mention de Kiribri dans les documents du 4e voyage de Colomb.
Les recherches archéologiques menées au cours des années suivantes comprenaient des analyses de sol, des relevés radars et la collecte de fragments de céramique. Aucun vestige structurel important n'a été découvert, mais il y avait des indications d'occupation temporaire et d'activité humaine associées à la navigation côtière. Les rapports techniques ont été intégrés aux archives nationales et aux projets de vulgarisation historique dans la région. L'île de Socorro, un volcan vivant entouré de surveillance et d'une vie unique. À un peu plus de 600 km au sud-ouest de la Basse-Californie, au milieu de l'océan Pacifique, se trouve une île aux pentes sombres, aux plaines couvertes d'arbustes bas et au relief dominé par un grand volcan. Cette île s'appelle Socorro. Il fait partie de l'archipel de Revillagigedo et appartient au Mexique. À sa surface cohabitent des militaires, des scientifiques et des espèces qui n'existent nulle part ailleurs sur la planète. Le point culminant de l'île est le mont Everman, un volcan actif qui atteint plus de 1000 mètres d'altitude. Sur ses pentes émergent de petits ravins, des zones de scories volcaniques, des champs de cendres et des couloirs étroits formés par la lave solidifiée. Le climat est chaud, avec des précipitations irrégulières et des vents constants qui façonnent la végétation. Les sols sont d'origine ignée et présentent des couches superposées d'origine éruptive. Depuis 1957, la marine mexicaine maintient une base navale opérationnelle sur la côte sud. Les installations comprennent des quais, des systèmes d'alimentation électrique, des communications, du stockage et des logements. Les bateaux qui approvisionnent l'île parcourent plus de 500 km depuis le continent. Les tâches de maintenance, de surveillance maritime et de soutien logistique sont organisées en équipes mensuelles. En plus de la base, l'île abrite un centre de recherche biologique. Le personnel scientifique travaille à surveiller les oiseaux, les reptiles, les insectes et les espèces végétales endémiques que l'on trouve uniquement sur place. Parmi les espèces les plus étudiées figure la colombe de Socorro, éteinte à l'état sauvage et réintroduite grâce à un programme d'élevage et de remise en liberté. D'autres espèces, comme le moqueur de Socorro et certaines variétés de cactus, ont été répertoriées dans des études génétiques comme étant uniques au monde. Le terrain présente des zones sèches, des ravins difficiles d'accès et des étendues où l'humidité est concentrée dans de petites dépressions. La flore montre des adaptations à la chaleur et au manque d'eau. Les arbres ont des couronnes basses et les arbustes poussent en groupes dispersés. La faune sauvage a développé des comportements liés à l'isolement, les oiseaux nichant au sol et les reptiles parcourant de vastes zones sans concurrence. Les expéditions scientifiques fonctionnent avec des permis délivrés par la Commission nationale des espaces naturels protégés. L'admission est limitée aux activités techniques. Chaque groupe planifie son séjour en fonction du suivi des espèces, de l'analyse des sols ou de l'installation de capteurs climatiques. Les itinéraires sont parcourus à pied, avec du matériel léger et des stations mobiles. Des échantillons sont collectés, les spécimens sont marqués et les données sur le comportement et la reproduction sont enregistrées. L'activité sismique de Socorro est documentée depuis des décennies. Le mont Everman a émis des signaux d'éruption en 1993 et est surveillé par des capteurs installés à plusieurs endroits. Les fumerolles visibles depuis le sommet indiquent que le système magmatique est actif. Les mesures comprennent la température de surface, la pression interne et la composition du gaz. Les paysages combinent ravins volcaniques, plages de pierre, plateaux sombres et formations géologiques érodées par le vent. La visibilité dans certaines zones permet d'apercevoir la mer depuis plusieurs points de l'île. Les nuages se déplacent rapidement sous l'effet des alizés. La lumière du soleil filtre à travers les formations rocheuses qui marquent les routes naturelles entre les secteurs de l'île. Dans les zones hautes, le silence est presque total. Les seuls bruits sont des pas sur le gravier, le léger craquement des branches sèches et les sons intermittents des oiseaux solitaires. Autour de la base, le mouvement des personnes et du matériel est constant pendant les heures d'exploitation. Le reste de la journée, le rythme ralentit et les activités se concentrent sur des tâches internes ou des rapports techniques. L'île de Socorro est l'un des points les plus reculés de la plateforme insulaire mexicaine. Sa combinaison d'activités volcaniques,
d'isolement biologique et de fonctions opérationnelles le rend unique dans le pays. Chacune de ces îles a vécu quelque chose qui peut encore être vérifié. Ce sont des lieux réels, avec des données claires et des cas différents. Ils ne suivent aucun modèle, et c'est ce qui les distingue. En raison de ce qui s'est passé dans chacun d'eux, ils restent parmi les plus étranges du monde.